Alors, l'idée du cours d'aujourd'hui, c'est de vous présenter ce que c'est comme objet les graphes, d'accord? Et en fait, ça va être un cours un peu chiant, parce que globalement, ça va être tout le vocabulaire. C'est après le complément. Le complément, c'était quoi? I4. Ok, je te remercie. Voilà. Théorie des graphes. Donc, alors, je n'ai aucune idée, parce que je n'ai pas noté le plan que j'ai fait avec vos camarades, et j'ai oublié de leur demander leur cours, donc vous n'avez pas exactement le même cours, mais c'est absolument pas grave, le contenu est à peu près le même. D'accord. Donc, grand 1, on va donc faire la définition de ce que c'est qu'un graphe. Ça va être un. Encore une fois, je m'excuse par avance, ça va être un cours un peu chiant, parce qu'il y a une quantité de vocabulaire absolument surréaliste sur les graphes, que vous devez connaître, et donc, bah, on va se les farcir un par un. D'accord. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, l'idée c'est que là, on change un peu de perspective dans l'enseignement de l'informatique. En fait, bien sûr, pour vous, surtout si vous étiez novice en septembre, pour vous, l'informatique, pour l'instant, c'est du code. C'est savoir faire du Python. Voilà. En fait, il s'avère que l'informatique, ça n'a rien à voir avec ça. Enfin, pas du tout. En fait, le langage que vous utilisez, c'est juste un accident. Aujourd'hui, vous apprenez du Python parce que c'est le langage qui est le plus utilisé depuis la dernière décennie. Ça sera peut-être vrai dans 10 ans, ou pas, on ne sait pas, encore. Et donc, grosso modo, les langages que vous allez apprendre, ou qu'on enseigne en tout cas, seront appelés à changer avec le temps. Encore, il y a 20 ans, on n'enseignait pas de Python en classe préparatoire, c'est vraiment parce que Python soit n'existait pas, soit on était en tout cas à ses débuts. On veut autre chose. Il est possible que dans 20 ans, on fasse littéralement autre chose. Autrement dit, en fait, un enseignement d'informatique de fond n'est pas un enseignement qui doit dépendre du langage. Et des langages, il y en a énormément. Il y a plus d'une centaine de langages en informatique. Hein. C'est vraiment, c'est assez énorme. Il y en a beaucoup. Ils ont tous leurs spécificités. Et en fait, ce qui est intéressant quand on forme des informaticiens et des informaticiennes, c'est que, grosso modo, j'ai des connaissances qu'on puisse transposer. Et ça, pour le coup, il faut donc s'abstraire du langage et dire, en fait, il existe des objets, des classes d'objets, d'accord, qu'on va pouvoir utiliser. Si vous êtes capable d'implémenter cette classe d'objets dans un langage particulier, alors tous les problèmes que vous connaissez qui sont résolus par ce type d'objet, vous savez les résoudre dans le langage dans lequel vous avez implémenté le truc. D'accord. Donc en gros, là, on va dézoomer, c'est vraiment, on passe un peu à l'âge adulte dans cette histoire-là, c'est qu'en fait, on va commencer à parler de ce qu'on appelle des structures, au sens algorithmique du terme, c'est-à-dire, grosso modo, on a des grandes classes d'objets, qui sont plutôt des objets mathématiques, a priori, et on fait des choses avec ces objets-là, et ensuite, ok, on va les implémenter en Python. Voilà, et on va faire ça en Python. Mais on pourrait faire ça en C, on pourrait faire ça en PHP, on pourrait faire ça en Java, on pourrait faire ça en JavaScript, on pourrait faire ça en jeu de la vie, on pourrait faire ça en machine de Turing quelconque, on pourrait faire ça en COBOL, non pas en COBOL, mais enfin voilà, on pourrait faire ça en plein de langages à partir du moment où vous êtes capable d'implémenter ces objets-là. Donc en gros, vous êtes en train de passer avec ce chapitre-là dans une zone d'universalité beaucoup plus grande que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc, des objets de ce type-là, au programme, vous en avez trois, qui sont les graphes, et on va voir avec eux les piles et les fils, d'accord, qui sont des classes comme ça. Et vous en connaissez un autre qu'on appelle les arbres, que vous avez déjà croisé dans les arbres de probabilité, en particulier, ou dans les arbres généalogiques, si vous préférez, d'accord. Les arbres qui sont un cas particulier de graphes, d'accord. Il y en a d'autres, hein, il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a d'autres. Il y a les tas en particulier, les forêts, etc. etc. Donc il y a un certain nombre d'objets comme ça, qui sont des objets qui ont des propriétés particulières et avec lesquels on va traiter un certain nombre de problèmes généraux. Les graphes, c'est le truc le plus important en informatique. D'accord. C'est pas un hasard si ça sort dans votre programme. En gros, vous utilisez des graphes littéralement tous les jours, toutes les heures et toutes les minutes. D'accord. Les graphes, c'est tout le réseau Internet, sans aucune forme d'exception. Donc vous utilisez littéralement des graphes en permanence. L'intégralité du réseau routier peut être décrite par un graphe. D'accord. Etc. Etc. D'accord. Donc on va regarder comment ça se passe. C'est vraiment l'objet de base dès que vous voulez décrire un truc qui ressemble de près ou de loin à un réseau. Alors, on va définir ça de façon très mathématique au départ, et vous allez voir en fait que la version plutôt dessin du problème est beaucoup plus intelligible déjà, et beaucoup plus claire. Donc, on est parti quand même, vous êtes des gens intelligents, donc on est parti, un graphe, que je vais noter dans la suite G, est un ensemble
Et cet ensemble, en fait, il est constitué de deux sous-ensembles. Donc en fait, un graphe, plus exactement, c'est un couple d'ensembles. Voilà. Le premier ensemble, c'est S, ensemble des sommets. D'accord. Voilà. Alors, l'ensemble des sommets, c'est un ensemble d'objets. Ça peut être des nombres, ça peut être des lettres, ça peut être des étiquettes. Enfin, grosso modo, vous avez des désignations sur les sommets. Voilà. Et vous avez A, qui s'appelle l'ensemble des arêtes. Et A est un sous-ensemble de S croix S, du produit cartésien des sommets. Voilà. La réunion de ces deux trucs-là, c'est G. Alors, ça, c'est la version, c'est la vraie définition, c'est la version compliquée. Mais en fait, en général, on gagne beaucoup en compréhension à représenter un graphe, d'accord, et essayer de comprendre ce que ça veut dire. Donc en gros, en fait, ceci se représente en général de la façon suivante. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire des petits ronds comme ça, voilà, par exemple là je vais en prendre 4. Ça, en fait, ça va représenter mes sommets. Donc je vais leur donner des petits noms, A, B, C et D par exemple, voilà. Donc tout ça, en fait, c'est des sommets. Et ces sommets, en fait, sont éventuellement reliés par des arêtes. Donc, par exemple, celui-là, ça, je vais faire ça et ça, voilà. Par exemple. Je vais mettre un dernier. Voilà, je vais mettre un E ici, comme ça, voilà. Puis je vais faire ça. Non, ça, tiens, voilà. Ça, c'est la représentation visuelle d'un graphe. Donc, c'est souvent ce genre de représentation qu'on va manipuler par ailleurs. Donc, à votre avis, dans cette histoire, c'est quoi l'ensemble S? Il y a quoi dedans? Ouais. Il y a effectivement A, B, C, D, E, qui sont les désignations de mes 5 sommets. Et il y a quoi dans A? Ouais. Chaque liaison, bon, on va les lister. Hein. Donc en gros, je vous rappelle que A, c'est un sous-ensemble du produit cartésien de S. Le produit cartésien de S, je vous rappelle, c'est l'ensemble des éléments S1, S2, tels que S1 appartient à S et S2 appartient à S. C'est des couples. D'accord. Donc en particulier, A, ça va être AC, AD, AB. Il manque quoi? CD et EB. Voilà. Donc vous avez un graphe ici qui possède 5 sommets et 5 arêtes, par ailleurs, si je ne me trompe pas. Voilà ce que c'est qu'un graphe. Oui. Par exemple, les couples CA, DA, BA, en inversant les... Alors, en fait, pour l'instant, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Pour l'instant, c'est les mêmes. On va, t'inquiète pas, ça va venir justement les diverses choses. Donc ça, c'est la version la plus basique d'un graphe. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un graphe non pondéré, non orienté, autrement dit un graphe simple, où on ne parle pas de choses. Voilà. On est d'accord là-dessus sur ce qu'est qu'un graphe? Donc cette version-là est peut-être un peu compliquée, mais cette version-là, par contre, est beaucoup plus visuelle et beaucoup plus simple. Alors, une fois que vous avez compris ça, vous avez compris que, grosso modo, dès que vous avez un réseau, vous pouvez le représenter par un graphe. Internet, typiquement, c'est un graphe. Les connexions Internet entre les ordinateurs, c'est les arêtes, et chaque ordinateur du réseau est un sommet du graphe. Quand vous utilisez n'importe quel logiciel de navigation sur votre téléphone portable, d'accord, typiquement Google Maps ou Waze, grosso modo, chaque sommet est une intersection routière, et chaque arête est la façon d'aller directement d'une intersection routière à la suivante. Je ne sais pas si vous imaginez la taille du graphe dans ce genre d'histoire. D'accord? C'est un graphe avec très peu d'arêtes, par ailleurs, vu le nombre de sommets. Par contre, avec une quantité de sommets qui est pas là pour rigoler, vu que c'est pas chaque route, c'est chaque intersection. Donc à chaque fois que vous pouvez changer de direction, grosso modo, vous avez un sommet. Si vous prenez un réseau social, par exemple, vous pouvez dire que chaque abonné à un réseau social est un sommet, et les arêtes sont les gens qu'il suit, etc. Où il est ami si vous êtes encore sur Facebook, etc. etc. Enfin voilà, d'accord. Okay, donc vous pouvez vraiment décrire n'importe quelle forme d'interaction
avec un graphe, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Dans des versions plus mathématiques, vous pouvez par exemple traiter les problèmes d'échecs comme ça. Hein, chaque case, par exemple, d'un échiquier peut être un sommet du graphe, et il est relié aux autres cases qui sont accessibles, soit si vous manipulez un fou, soit vous manipulez un cavalier, soit etc. etc. Donc vous pouvez, il y a énormément de choses qui sont traitées par des graphes dans ces histoires-là. On est clair là-dessus, sur ce premier truc-là? Alors l'idée est la chose suivante, c'est qu'ensuite on va raffiner un peu la description du graphe avec deux variantes, alors avec en tout 4 variantes, c'est-à-dire que vous avez 2 fois 2 variantes dans ces histoires-là. La première, c'est ce qu'on appelle la pondération. Vous pouvez en fait pondérer un graphe, c'est-à-dire en fait mettre un numéro ou une valeur sur chacune des arêtes. Ça, c'est extrêmement utilisé en particulier en trafic routier, puisque grosso modo, chaque section en fait va contenir le temps que vous mettez à la parcourir. C'est comme ça que votre logiciel de navigation peut calculer le temps qu'il vous faut pour aller d'un point à un autre. C'est simplement la somme des points. D'accord? Donc ça, c'est une nouvelle variante du graphe, ce qu'on appelle un graphe pondéré. Donc un graphe est dit pondéré. Il va y avoir beaucoup de verres aujourd'hui. Un graphe est dit pondéré si à chaque élément de A, on associe une valeur. Cette valeur est appelée poids. En général, positif. Pour un graphe pondéré, la structure de A change un peu. Donc A est alors un sous-ensemble de S croix S croix R. Donc en gros, dans A, au lieu d'avoir cette fois des couples, vous aurez en fait des triplets, un sommet, un deuxième sommet, et une valeur qui vous raconte le poids de votre arête. D'accord là-dessus? Vous remarquez que j'ai mis R. En général, ce sera R+, encore plus général, ce sera R+, étoile, d'accord, pour les descriptions standards, mais en toute rigueur, on peut mettre n'importe quelle valeur de R. Ça, c'est les graphes pondérés. On est parti, voilà. Donc, deuxième chose, ça c'est la deuxième variante possible. Un graphe est dit orienté si en fait on considère que l'arête AC, c'est pas la même que l'arête CA. D'accord? Autrement dit qu'en fait, vous pouvez avoir deux arêtes pour faire la même chose en fonction du sens que vous prenez. Donc, un graphe est dit orienté si et seulement si on considère que l'arête S1, S2 est différente de S2, S1. Donc autrement dit, c'est pas la même chose. Donc pour un réseau routier, c'est évidemment orienté, en particulier, puisque c'est la seule façon que vous avez de considérer, d'une part, les sens interdits, d'autre part, de considérer qu'il est possible que vous ne preniez pas le même temps dans un sens que dans l'autre. D'accord? Pour l'élection de bouchons, de ce que vous voulez, enfin voilà, etc., etc. Dans un cas de réseau social, par exemple, partir dans un réseau social orienté de façon unique, de type Instagram, par exemple, vous êtes abonné à quelqu'un, ça c'est un sens direct, ça veut forcément dire que cette personne est abonné à vous dans l'autre sens. Donc c'est aussi un graphe qui a priori est orienté. D'accord? Alors, là il y a un problème de vocabulaire. Dans un graphe orienté, les éléments de A sont appelés arcs. Donc théoriquement, dans un graphe orienté, on ne parle pas d'arête, mais on parle d'arc. D'accord? Et pour un arc S1, S2, donc là vous voyez que comme c'est différent de S2, S1, il faut savoir de quoi on parle. S1 est dit sommet de départ.
et S2 est dit sommet d'arrivée. Et c'est en général représenté donc comme ça. Vous avez donc une flèche qui vous dit que vous partez de S1 et que vous arrivez à S2. Donc, le programme n'utilise pas le mot arc ou l'utilise très peu. Donc, grosso modo, dans toute la suite, je parlerai indifféremment d'arrête. Je vais essayer d'être le plus précis possible. Mais il est possible que je parle d'arrête à la place d'arc. D'accord, y compris dans un contexte de graphe orienté. Donc, a priori, je fais confiance à votre souplesse d'esprit pour comprendre ce que je suis en train de raconter dans cette histoire-là, les confusions de vocabulaire étant suffisamment importantes. Donc, grosso modo, si on fait un résumé, vous avez donc quatre types de graphes possibles. Les graphes non orientés, non pondérés, les graphes non orientés mais pondérés, les graphes orientés mais non pondérés, et les graphes orientés et pondérés. D'accord? En fonction du niveau de raffinement que vous rajoutez sur le sujet. D'accord? Si vous voulez représenter par exemple un graphe orienté pondéré, qui est la version la plus raffinée, je fais ça vite, hein? D'accord? Voilà un graphe orienté pondéré. Chaque arc, vous avez associé une valeur et il y a des directions. D'accord? Voilà, ça c'est un graphe orienté pondéré. Alors, il y a une petite tricherie dans cette histoire qui est extrêmement importante. On peut toujours considérer un graphe non pondéré comme un graphe pondéré où toutes les arêtes ont un poids qui vaut 1. D'accord? C'est-à-dire que considérer que toutes les arêtes n'ont pas de poids, c'est-à-dire qu'elles sont équivalentes, ça revient à dire qu'elles ont toutes le même poids qui vaut 1. D'accord? Donc, un graphe non pondéré peut toujours être considéré comme pondéré, peut toujours être considéré comme un graphe pondéré où tous les poids valent 1. Ouais. Si la lésion BA n'existe pas, Ouais. du coup elle n'existe pas, enfin différente, ça peut être, il y en a une qui existe, pas l'autre. C'est ça, tout à fait. Hein. C'est pas du tout obligatoire. Ça, par exemple, ça pourrait être un sens interdit. Tu peux aller de A à B, mais tu peux pas aller de B à A. Voilà. Dans cette direction-là. Donc, effectivement, il n'y a aucune raison que ce soit symétrisé. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là. Il y a des fois où vous avez les deux. Elles n'ont pas forcément le même poids. Tu vois que AC, ça n'a pas le même poids que CA. Et ça peut exister ou pas. Alors, là, on va commencer un truc très long, et assez pénible, d'accord? C'est tout le vocabulaire associé au graphe. Ce que j'escompte de vous, c'est pas tant que vous connaissiez ce vocabulaire en thème, mais que vous le compreniez en version. Autrement dit, que quand j'utilise un mot, que je vais lister maintenant, vous comprenez ce que ça veut dire. Que vous ne le connaissez pas dans l'autre sens, c'est pas forcément très très grave, d'accord? En version thème, mais en version, c'est important. Il y en a beaucoup, mais il y en a très peu. Enfin, je vais vous en donner beaucoup, mais c'est très peu. Tout simplement parce que le vocabulaire des graphes est tellement riche qu'il y a une page Wikipédia complète sur le sujet, qui fait à peu près 10 écrans, 15 écrans. D'accord? Les graphes, c'est utilisé. Moi, je vais vous donner tout le vocabulaire que j'utiliserai et qu'on utilisera au programme cette année. D'accord? Vous allez voir que c'est pas hyper compliqué. En général, les mots sont intuitivement relativement compréhensibles. Il y en a 2-3 où c'est un peu, faut faire un effort de mémoire, mais sinon, dans le principe, c'est relativement simple. D'accord? Donc là, on a une grosse demi-heure de vers sur tout le vocabulaire associé au graphe. Et on est parti. D'accord? On est parti. Le nombre de sommets d'un graphe est appelé ordre du graphe. De G est appelé ordre de G. Donc l'ordre de G, si vous avez bien retenu, c'est le cardinal de S. Voilà, tout bêtement.
le nombre d'arêtes ou d'arcs, ça revient au même, est appelé taille de G. D'accord? Donc là, par exemple, le graphe que j'ai écrit ici, c'est con parce que c'est un très mauvais exemple, parce que j'en ai fait 3 aussi. C'est un graphe d'ordre 3, puisqu'il y a 3 sommets, et de taille 3, puisqu'il y a 3 arcs. C'est pas compliqué. Donc, confondez pas quand on vous parle de taille d'un graphe, c'est le nombre d'arêtes, surtout. Donc, grosso modo, l'ordre, c'est le cardinal de S. La taille, c'est le cardinal de A. Le cardinal, vous savez de quoi je parle? Ok. Alors, un truc qu'on n'a pas fait ensemble, c'est que un arc, une arête ou un arc qui, alors que j'ai pas S1, S2, tel que S1 est égal à S2, s'appelle une boucle. D'accord? Donc grosso modo, si vous avez un sommet et vous avez un truc comme ça, d'accord? Un truc comme ça, c'est une arête. Un truc comme ça, si c'est un arc. D'accord? Voilà l'idée. Un graphe sans boucle est dit simple. Donc un graphe simple, c'est un graphe qui n'a pas de boucle. Alors petite remarque, il faut observer le même sommet sans passer par un autre sommet. Hein, d'accord? C'est juste directement vous boucler sur le sommet. Alors, je scanne un peu. Ok. Pour un graphe non orienté. 2 points. Alors, on appelle. Alors. Pour un graphe non orienté, on appelle degré de tes petits d d'un sommet la somme des poids des arêtes connectées à ce sommet. Petite remarque, si le graphe il est non pondéré, vous comptez tout simplement les arêtes. Si G est non pondéré, D compte les arêtes. Donc ça c'est pour un graphe non orienté, c'est le degré complet. Petite remarque, par convention, une boucle compte pour 2. Donc on va faire un petit exemple histoire que vous voyez, mais vous allez voir que c'est pas très compliqué. Quel est le degré de ce sommet? 4, on est d'accord? 1, 2, 3, 4, à cause de la boucle. Quel est le degré de ce sommet? 13. Parce que moi je l'ai entendu, mais pas les autres. Degré égale 13, d'accord? Donc pour un nombre
pondéré, vous comptez les arêtes ou vous affectez 1 à toutes les arêtes et vous additionnez les poids, ce qui revient littéralement. D'accord? Mais boucle fois associé 2. Pardon. Si c'est un graphe pondéré, ça fait pas 13. Ça fait 7, 12, donc ça fait 19. D'accord? Donc on compte toujours 2 fois le poids de l'arête. Excusez-moi, je me suis vautré moi-même. D'accord? On est d'accord là-dessus? Toujours 2 fois. Vous allez comprendre pourquoi le côté 2 dans la suite. Donc ça, c'est pour un graphe non orienté. Pour un graphe orienté, en fait, on va faire la différence entre les arcs qui sortent et les arcs qui rentrent. Pour un graphe orienté, on appelle, et là donc il y a une liste, degré sortant. Alors, que je ne vois pas. Le degré sortant, on le note D+. La somme des poids des arcs sortants, d'accord, c'est-à-dire ceux qui partent de S, ceux qui ont S pour origine, des arcs, je vais faire ça, des arcs ayant S pour origine, et degré entrant, qu'on note à votre avis D-, voilà, tout bêtement, la somme des poids des arcs ayant S pour arrivée. Et D est égal à D+, plus D-, donc on parle encore une fois de degré total, et D, ça va être tout simplement la somme des poids des arcs sortants, plus la somme des poids des arcs entrants. D'accord? Voilà. Pareil, on va faire un exemple. Donc si je prends ce sommet-là, 2, 1, 3, 4, d'accord? Ok. Je le fais en pondéré. Que vaut D+. Attention, il y a un piège. Alors, les arêtes sortantes, il y en a combien? Enfin, les arcs sortants, plus exactement, il y en a combien? Ouais. Il y en a 3, effectivement. Celui à 2, celui à 3 et la boucle, qui là ne compte qu'une fois. D'accord? Parce que vous savez, 2 plus 3, ça fait donc 5. Et 4, 9, ça c'est D+. D-, c'est égal à 5, effectivement. Et effectivement, vous avez que D est égal à 14, la somme des deux. C'est là où on voit que la boucle compte 2 fois dans le degré total. C'est pour ça qu'on la compte 2 fois dans le degré total ici, c'est pour que ce soit cohérent. Et le fait que le degré total, ce soit la somme du degré entrant et du degré sortant, ça vous évite d'avoir à soustraire la moitié des boucles pour rebricoler le machin à la fin. D'accord? Donc c'est ça, c'est pour ça qu'on les compte 2 fois. Donc vous voyez que dans le degré total, la boucle a bien compté, comme 2 fois son poids. On est d'accord là-dessus? Je vous fais je fais pas l'exemple avec un non pondéré, ça revient au même, vous mettez des 1 partout. Ça va jusque-là? C'est bon? Donc encore une fois, c'est plutôt dans l'autre sens, je me dis c'est quoi le poids, le degré sortant. Le seul effort de mémoire, c'est celui-là. Savoir comment on note le degré sortant, surtout c'est la notation qui est le seul effort de mémoire. Pour rendre que plus c'est vers l'extérieur, ce qui n'est pas forcément instinctivement évident. On a plutôt l'impression que le plus va vers le bas. Et c'est comme ça. En gros, vous comptez ce que fournit le sommet, et pas ce qu'il reçoit. Voilà. Vous êtes en convention générateur, si vous pouvez le retenir de façon très efficace. Alors on est parti. Après il y a des choses relativement évidentes. Un sommet est dit isolé si le degré vaut 0. Isolé. Alors ça n'existe que pour les graphes non orientés. Pour un G non orienté. Si et seulement si le degré est égal à 0. D'accord? Donc littéralement un sommet isolé, c'est un sommet où il n'y a pas de truc branché dessus. D'accord?
Pour les graphes orientés, vous avez un vocabulaire un peu différent. Un sommet est dit source si son degré si son degré entrant, pardon, vaut 0. S est dit source si et seulement si d moins de S est égal à 0. Autrement dit, ça c'est si le degré entrant vaut 0. D'accord? Donc c'est une source. Autrement dit, tout part de S, a priori. Mais vous n'avez rien qui rentre à S. Dans l'autre sens, S est dit flot si et seulement si son degré sortant vaut 0. D'accord? Voilà. Alors, flow, ça fait partie des problèmes en informatique. Flow en français écrit F-L-O-T, d'accord, mais en fait, en vrai, c'est F-L-O-W. D'accord, c'est flow en anglais. Pour le coup, les sens ne sont pas si différents que ça. Donc, c'est cool, d'accord. Mais bon, voilà. Oui, d'accord. Voilà. Donc, avec ça, si des plus et des moins sont nuls, vous pouvez également avoir ce truc-là. Mais ça peut avoir un sommet isolé, donc on peut généraliser à ça, mais en toute rigueur, un sommet isolé, c'est que pour les graphes non orientés. Ok, c'est bon, je l'ai. Voilà. Alors, là commence le vocabulaire extrêmement important dans tout ce qu'on va faire dans la suite. Alors, on y va. On appelle chaîne de S1 à S2 un ensemble d'arêtes permettant d'aller de S1 à S2. Donc, comme c'est des arêtes, on parle de graphes non orientés. On appelle chaîne un ensemble d'arêtes permettant d'aller de S1 à S2. Petite remarque, il n'y a aucune contrainte sur le fait que la chaîne n'a pas d'aller-retour. Donc vous pouvez faire un chemin ou un chemin avec des allers-retours dedans, il n'y a pas de contrainte sur le sujet. D'accord? Voilà, juste une chaîne. Donc voilà, si on fait un dessin, hein, c'est pas très compliqué, hein, vous avez S1, vous avez des sommets comme ça qui se baladent. Voilà. Donc tout ça, c'est une chaîne pour aller de S1 à S2. Voilà. On appelle chemin un ensemble d'arcs permettant d'aller de S1 à S2. D'accord? Donc ça, vu qu'on parle d'arc, ça veut dire que c'est pour un graphe orienté. Donc en gros, en fait, vous avez l'impression que c'est la même définition. La seule différence, c'est qu'en fait, pour les graphes orientés, on utilise le mot chemin, et pour les graphes non orientés, on utilise le mot chaîne. D'accord? Alors là, pour le coup, c'est impitoyable. Le programme n'utilise que le mot chemin. D'accord? Y compris pour les graphes non orientés. Donc en gros, moi, j'utiliserai le mot chemin, quoi qu'il arrive, même si en toute rigueur, c'est pas ça. D'accord? Donc ceci est utilisé par le programme également pour les graphes non orientés. Donc en gros, moi je parlerai de chemin tout le temps. D'accord? Voilà. Et puis en fonction du contexte, vous comprenez ce que c'est. D'ailleurs, enfin, on est d'accord que c'est pas un vocabulaire compliqué dans ce sens-là. Un chemin, c'est un chemin. Voilà. Donc ça va me permettre également de ne pas multiplier par deux toutes les définitions qui suivent, parce que vous voyez que c'est chiant, le fait d'avoir un mot différent par type de graphe, ça oblige à multiplier les définitions par deux à chaque fois. Donc en gros, je vais toujours utiliser le mot chemin, et donc je vais dire que S2 est dit accessible depuis S1 s'il existe un chemin pour aller de S1 à S2. S2 est dit accessible depuis S1 si et seulement si il existe un chemin de S1 à S2. Petite remarque, si vous avez un graphe orienté, ce n'est pas parce que S2 est accessible depuis S1 que S1 est accessible depuis S2. D'accord?
si vous ne pouvez pas faire demi-tour. Ça arrive dans ces histoires. Oui. On peut pas faire demi-tour que si c'est en... Orienté. Si c'est non orienté, tu fais demi-tour ce que tu veux, puisque justement, vu que c'est symétrique, voilà. Donc en gros, dans un graphe orienté, si tu veux avoir un théorème, hein, dans un graphe orienté, si S1 est accessible depuis S2, bah S2 est accessible depuis S1, dans un non orienté, dans un orienté, t'en sais rien. D'accord. Et ça peut être, ils peuvent être tous les deux accessibles, mais pas avec le même chemin, par exemple. Etc. etc. On enchaîne, on a presque fini, vous inquiétez pas. Un cycle est un chemin non vide d'un sommet à lui-même. Un cycle. Un cycle est un chemin non vide d'un sommet à lui-même. Petite remarque, une boucle est un cycle. D'accord. C'est le cycle de taille le plus petit. Par contre, le fait de dire bah, si je suis au sommet, je peux y rester, ça c'est pas un cycle. D'accord. Il faut au moins que vous ayez fait vous ayez une arête dans le tas. D'où le non vide dans cette histoire. Pour les plus perfectionnistes d'entre vous, dans un graphe orienté, ça s'appelle un circuit et pas un cycle. D'accord. Voilà, on va arrêter. Ouais. Oui. Ça veut dire un cycle, c'est. Enfin, quand non, c'est déjà un vide d'arrêt. Non vide d'arête, oui. Bah sinon, non vide d'arête. Voilà. Il faut qu'il y ait au moins une arête, donc au minimum une boucle. Voilà. Et après, sinon, s'il n'y a pas de boucle, c'est 2 arêtes minimum, parce qu'il faut pouvoir revenir au bas. Alors, on y va sur les derniers trucs. Un graphe est dit connexe. Donc vous connaissez peut-être la notion de connexité. On l'a déjà vu ensemble en physique, si je ne me trompe pas. D'accord. Non nécessairement connexe. Vous savez, j'ai pas encore utilisé ce mot. Si, je l'ai fait. Voilà. Donc connexe, ça veut dire que grosso modo, vous pouvez aller de n'importe quel point à n'importe quel point en restant à l'intérieur du système. C'est ça que ça veut dire en général en maths. La transcription dans la théorie des graphes, c'est qu'un graphe est dit connexe. Si vous prenez 2 sommets quelconques, vous pouvez toujours trouver un chemin pour aller de S1 à S2. D'accord. Si et seulement si, pour tout S1, S2 appartenant à S, il existe un chemin de S1 à S2. C'est ce qu'on appelle un graphe connexe. Oui. Pas forcément. Dans un graphe orienté, tu peux avoir un truc merdique, par exemple. Je vais te donner un contre-exemple si tu veux. Ça, c'est un graphe qui est non connexe. Parce que tu peux aller de S1 à S2, mais tu ne peux pas aller de S2 à S1. Voilà. Ça, c'est non connexe, par exemple. Par exemple, tu fais ça. Voilà. Ça, c'est non connexe. Il suffit d'inverser la flèche, et il est connexe parce que tu as un cycle. En gros, dès que tu as un sommet qui va être flow ou source, il ne sera pas connexe parce que tu ne pourras pas repartir de ce sommet-là. Voilà. Donc là, typiquement, tu vois que tu as un sommet flow ici. Donc c'est impossible qu'il soit connexe. Parce que si tu pars de S2, bah, t'es coincé, tu peux rien faire. D'accord. Voilà. Ça, c'est hyper important, en particulier quand, si un jour vous êtes, je sais pas, conseiller ou conseillère municipale et que vous voulez élaborer le réseau routier, le truc à vérifier, c'est que votre réseau routier il soit connexe. C'est-à-dire que de n'importe quel point A à n'importe quel point B de votre réseau routier, vous pouvez y aller. Ça apparaît pas, mais il y a des villes mal faites où c'est pas possible. Voilà. Si c'est comme commencer à foutre des sens interdits un peu trop partout. T'as des circuits, des trucs un peu machin, mais voilà. Bon, en général, on essaie de faire ça intelligemment, et puis souvent, ça se voit. Mais voilà, d'accord. Par exemple, si on prend le réseau routier français vu du point de vue des cyclistes, ce truc-là n'est littéralement pas connexe. Il est impossible d'aller de n'importe quel point à n'importe quel point B en n'empruntant que des pistes cyclables, ou sans violer le code de la route, ou les deux. Enfin voilà, globalement, voilà. Ça, c'est pas connexe, pas encore. Voilà. Ça porte un nom, ça s'appelle la continuité cyclable. Voilà. Donc pour les voitures, on fait le boulot. Pour les cyclistes, bon, je débrouille. On est parti. J'ai le poids. Oui, c'est bon, j'ai le connexe. J'y suis. Alors, de façon assez triviale, on va appeler poids d'un chemin la somme des poids des arêtes du chemin. Pas très compliqué. Donc pareil, si c'est non pondéré, c'est tout simplement le nombre d'arêtes. On appelle poids d'un chemin
la somme des poids, des arêtes, le constituant. Pas hyper compliqué. J'ai le poids. Ok, c'est bon. On enchaîne. Alors, un graphe est dit complet. Alors ça, c'est un concept un peu moins important, mais bon. Et pourquoi j'ai pas les voisins? Ils sont où, mes voisins? Il manque un bout. Je les ai mis où, les voisins? Tac, 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 tac. Pourquoi j'ai pas les voisins? Ils sont où, les voisins? Ça va faire des trucs importants, quand même. Bah, si c'est ça. Ah oui, d'accord. Quand même. Je le fais avant. Pour un graphe non orienté, en fait, non, je vais le faire autrement. S2 est dit voisin de S1 si et seulement si il existe un chemin de taille 1 pour aller de S1 à S2. Ceci est équivalent à dire que S1, S2 appartient... Enfin, justement non. Alors, je le présente comme ça parce que ça vous évite d'avoir deux définitions, une pour les pondérés, une pour les orientés, une pour les non orientés. Pour un graphe non orienté, il suffit que S1, S2 ou que S2, S1 appartiennent à S. Pour un graphe orienté, il faut impérativement que S1, S2 appartiennent à S. L'idée est la chose suivante, c'est que grosso modo, vous pouvez aller de S1 à S2 comme ça, ou de S1 à S2 comme ça. Et là, S2 est dit voisin de S1. Attention, ici, S1 est voisin de S2. Ici, a priori, S1 n'est pas voisin de S2. D'accord? Vous ne pouvez pas aller de S2 à S1. On est d'accord? Ouais. Ça veut dire qu'un sommet qui a une boucle n'est pas voisin de lui-même, ça se beaucoup la S'il est un peu voisin de s'il est voisin de lui-même. Voilà. C'est de taille 1. Donc quand tu as une boucle, effectivement, un sommet est voisin de lui-même. Voilà. En toute rigueur, c'est tout à fait vrai. Les boucles, ça fait chier. Je suis d'accord avec... Si c'est ça que tu penses dans ton coin, tu as entièrement raison. En général, quand on décrit un graphe, justement... Mais tu vois, typiquement, par exemple, je ne sais pas si c'est possible sur Instagram, j'ai jamais essayé, mais je ne sais pas si on peut s'abonner à soi-même. Mais par contre, si tu fais un graphe avec les likes, comme tu peux t'auto-liker, voilà, tu peux littéralement avoir une boucle. Voilà, typiquement, donc tu rajoutes 1 à ton score. Et si tu comptes les likes que tu as reçus et les likes que tu as fait, bah, tu rajoutes 2. Voilà, ça marche bien, très discrètement. Voilà, tu t'auto-aimes, c'est pas mal. Voilà. Bon. Pour un graphe voisin, ok. Alors, petite remarque, on dit aussi, j'ai oublié, ou adjacent. Donc vous pouvez dire voisin ou adjacent, c'est la même chose, d'accord? C'est le même mot. Il me reste 5 minutes, je finis, d'accord? Je l'ai. Donc ça, c'est vraiment, jusque-là, c'est vraiment le vocabulaire ultra important, on va l'utiliser tout le temps. Ce qui reste après, il l'est un peu moins. Un graphe est dit complet si et seulement si, pour tout S1 et S2 appartenant à S carré, donc pour tous les sommets de votre graphe, et bien en fait, S2 est voisin de S1. Autrement dit, ça vous raconte que vous avez une arête qui relie tous les sommets entre eux. D'accord? Donc en termes de notation, en fait, des graphes complets d'ordre n, vous n'en avez qu'un seul à chaque fois. D'accord? Donc le graphe complet d'ordre n. Ordre, vous vous souvenez ce que c'est? C'est le cardinal, effectivement, de raté, de S. S, c'est le nom de sommet. Le graphe complet d'ordre n est noté
grand K, indice N. Voilà. Donc on va en tracer un ou deux. Et surtout parce qu'ils n'ont pas la même tronche en orienté et en pas orienté. Ça c'est K2. Ça c'est le graphe orienté d'ordre 2. Vous avez deux sommets et vous avez une arête. Pour un graphe orienté, il aura quelle tête? Vous aurez combien d'arêtes? Enfin, combien d'arcs en l'occurrence? Vous en aurez deux, puisque vous devez aller comme ça et comme ça. K3 va avoir quelle tête? Ça va effectivement être un triangle. D'accord. Ça c'est K3 en non orienté. Et K3 en orienté, bah, c'est pas compliqué. D'accord. Voilà. Donc ça c'est K2. Ça c'est K3. Et ça c'est K3 aussi, mais K3 en version orientée. Vous constatez donc que le Kn orienté a 2 fois plus d'arc. La taille de Kn orienté, c'est le double de la taille de Kn non orienté. Ça c'est normal, d'accord. Et surtout, il y a un truc rigolo. Pour passer de K2 à K3, vous allez rajouter combien d'arêtes? 2 effectivement. Donc pour passer de K, là tu vas direct, pour passer de Kn à Kn plus 1, on rajoute à chaque fois n arêtes, puisque vous prenez les n sommets déjà existants, et vous les reliez tous au sommet que vous venez de rajouter. Autrement dit, la taille de Kn va correspondre finalement à la somme de K égale 1 à n-1 des K. Puisqu'à chaque fois, vous rajoutez le nombre d'arêtes qui vaut ça. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça, c'est un théorème rigolo. La taille de Kn vaut, je vais l'appeler T indice n. Il y a une disjonction de K, bien sûr. Elle vaut n facteur de n-1 sur 2 pour un non orienté. Dans le cas non orienté. Et donc, si vous avez suivi, c'est quoi? Ça viendra quoi pour orienter? n-1, tout simplement. n-1 dans le cas orienté. Tout bête. Voilà. Voilà. Dernière définition. On appelle densité d'un graphe le cardinal de A divisé par Tn. Densité de G, la valeur cardinale de A divisé par Tn. Autrement dit, le nombre d'arêtes que vous avez dans votre graphe divisé par le nombre maximal d'arêtes que vous pouvez avoir, ou le nombre d'arcs divisé par le nombre maximal d'arcs. Donc la densité varie de 0 à 1. C'est pas très compliqué. Voilà. Je vais l'appeler grand D. Voilà. Si D est faible, le graphe est dit creux. Donc un graphe de densité faible, on l'appelle creux. Et si D est proche de 1, on l'appelle dense. Voilà. Typiquement, le réseau routier, c'est un graphe très creux. Très très creux. Vous avez énormément de trucs, mais vous avez d'intersections, et vous avez très peu de chemins directs entre deux intersections choisies au pif dans le truc. D'accord. Pareil, les réseaux sociaux, Internet, enfin, Internet non, mais les réseaux sociaux, c'est un graphe a priori très creux. Vous avez énormément d'abonnés, mais qui sont en fait finalement peu reliés entre eux par rapport à ce que ça pourrait être, etc. D'accord. Si par exemple je définis cette classe comme étant un graphe, chaque personne est un sommet, et l'arête c'est est-ce que vous connaissez le prénom de cette personne?
D'accord? Ce serait donc un graphe orienté, puisque ceci n'est pas forcément réciproque. J'espère, si vous entendez bien en tout cas, que c'est un graphe plutôt dense. D'accord. Voilà. Il n'est peut-être pas complet, je ne sais pas, mais en tout cas, il est plutôt dense. Ouais. On voit pas les matrices. En fait, c'est ce qu'on avait fait en matrice. Ouais. Mais on va le faire en deux, genre en plus complet. Voilà. Mais voilà. L'implémentation des graphes, c'est la semaine prochaine. Liste d'adjacence, matrice d'adjacence, dictionnaire, d'extra, tout ça. Voilà.